Avec grand plaisir pour notre deuxième session de cette 10e édition de Futurapolis Planète. Je vous rappelle qu'à tout moment, en envoyant un SMS au 07 69 69 38 33, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. Nous allons à chaque fois y consacrer un temps dédié à la fin de chaque table ronde. Alors, on a intitulé cette deuxième session « Se déplacer sans polluer, c'est possible ». Avion qui fonctionne à l'énergie solaire, véhicules électriques déployés sur tout le territoire, le futur de la mobilité peut s'envisager sereinement à condition de progrès technologiques importants et d'un développement à grande échelle des infrastructures nécessaires. Merci d'accueillir sur ce plateau Bastien Tout-le-Monde, il est directeur régional d'Enedis, et à distance, par le truchement de la visioconférence, c'est Bertrand Piccard, explorateur en série, psychiatre, auteur du premier tour du monde en avion solaire. C'est Guéric Poncé, journaliste au Point, qui va modérer cet échange. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents ici ce matin. Merci Boris pour l'introduction. Je pense que nous sommes tous là pour écouter nos invités, donc je vais tout de suite leur donner la parole. Je propose de commencer avec vous, Bastien Tout-le-Monde. Bonjour. On parle beaucoup de mobilité électrique, elle connaît un peu des temps troublés. D'un côté, elle est vantée comme une solution à la pollution atmosphérique, de l'autre, on dénonce un peu sa dépendance au mix énergétique, notamment aux États-Unis, en Allemagne, dans les pays qui ont peu d'énergie nucléaire finalement. Comment on peut optimiser un petit peu cette empreinte carbone globale de l'électricité, du véhicule électrique ? Bonjour à tous d'abord. En fait, on a une chance formidable en France, c'est que l'énergie de mobilité du futur, on la connaît, c'est l'électricité, et c'est en particulier l'électricité décarbonée. Alors pourquoi je dis qu'on a de la chance en France ? C'est que notre mix électrique, c'est la part des différents types d'énergie dans le système électrique français, est très largement décarboné, il est à 90%. Donc quand on met de l'électricité dans un moyen de déplacement en France, on met de l'électricité qui est à 90% décarbonée, ce qui ne nous pose pas le problème d'un certain nombre d'autres pays. Alors comment optimiser ? Je crois que vous réfléchissez à une solution qui utilise les batteries des voitures pour stocker de l'électricité et la redistribuer ensuite sur le réseau. C'est quelque chose, je crois, dont vous avez parlé avec Bertrand Piccard il y a quelques jours. Bastien Tout-le-Monde, commencez peut-être à nous expliquer un peu ce que c'est, puis on va prendre ensuite la réaction de Bertrand Piccard. Oui, effectivement, on a eu l'occasion d'en parler avec Bertrand la semaine dernière. Ce qui est intéressant de regarder, si on fait un petit pas de côté, c'est que l'électricité pour la mobilité, on peut la voir arriver sous deux formes. Elle peut être sous la forme de batteries, qui permettent de stocker l'électricité, de batteries chimiques, ou on peut la voir sous la forme d'hydrogène, qui est aussi un moyen de stockage de l'électricité. Et quand on regarde, alors nous on est électriciens, moi je travaille pour Enedis. Enedis, c'est l'entreprise qui gère le réseau de distribution d'électricité. Une des grandes particularités du système électrique, et c'est intéressant de le comprendre, c'est qu'il doit en permanence être équilibré entre l'énergie qui est injectée à chaque instant de la journée et l'énergie qui est consommée. Tant qu'on était dans un système tel qu'on l'a connu pendant de longues années, où on maîtrisait complètement les moyens de production, on pouvait adapter les moyens de production à la consommation. Depuis un certain nombre d'années, se sont développés en quantité de plus en plus importante des moyens de production renouvelables que nous appelons intermittents, au premier lieu d'entre eux l'éolien et le photovoltaïque. Et leur caractéristique, c'est qu'ils produisent quand il y a du soleil ou quand il y a du vent, pas forcément quand on en a besoin. Donc le système électrique doit s'adapter à ça. Et une des façons de s'adapter, on pourra peut-être revenir plus tard sur d'autres façons de le faire, c'est d'être capable de stocker l'énergie.
L'énergie, on peut la stocker sous forme de batterie, on peut la stocker sous la forme d'hydrogène. Si on réussit à faire en sorte que l'objet qui a de la valeur dans la voiture électrique, c'est justement la batterie, puisse être utilisé à deux choses différentes. Être utilisé pour le déplacement et d'être utilisé pour stabiliser le système électrique afin de lui permettre d'accepter la plus grande part possible d'énergie renouvelable. On aura fait gagner de l'argent et de la dépense environnementale au travers des matériaux qu'on consomme à tout le monde. C'est un thème sur lequel on pense, et on l'avait un peu partagé avec Bertrand, on aura intérêt à regarder de façon très précise dans les années qui viennent, de façon à ce que la mobilité propre ne génère pas, ou le génère le moins possible, d'effets de bord, en particulier en matière de consommation de ressources naturelles. Bien sûr. Alors Bertrand Piccard, merci beaucoup d'être avec nous. Quel est votre regard, vous, sur cette solution qui finalement transformerait la voiture électrique de consommatrice à actrice du réseau électrique et de l'énergie? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je pense que ce qui est important, c'est de changer le paradigme. Jusqu'à maintenant, on voyait la voiture électrique comme une voiture avec une batterie. Et en fait, c'est une voiture avec une batterie 5% du temps, quand l'utilisateur se déplace, mais 95% du temps, la voiture est arrêtée. Par conséquent, c'est une batterie sur des roues, ce qui est tout à fait autre chose. Et exactement comme le disait Bastien, cette batterie doit pouvoir être utilisée comme un stockage individuel au service de la communauté. Vous rentrez chez vous, vous avez encore de l'électricité dans votre batterie, et souvent vous rentrez chez vous au moment où il y a un pic de consommation. C'est le soir, quand on met en marche sa télévision, son four, son électricité, son chauffage, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe d'habitude sur le réseau? Il faut augmenter la production puisque la consommation augmente. Et c'est souvent des centrales à gaz qui se mettent en marche à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas, en quelques minutes, augmenter une centrale nucléaire. C'est parfois une centrale au charbon, comme en Allemagne. Enfin, c'est beaucoup d'énergie que tout à coup on doit injecter. Ce que je trouve extraordinaire dans le système qu'on appelle Vehicle to Grid, ou Car to Grid, c'est qu'à ce moment-là, vous rentrez chez vous, vous branchez votre voiture sur votre maison, sur votre immeuble, et vous utilisez la batterie de votre voiture pendant ce pic de demande. Et puis quand le pic de demande est passé, il reste de l'énergie de base. En France, l'énergie nucléaire, elle est produite également la nuit. Et bien à ce moment-là, plutôt que de la perdre parce que plus personne ne la consomme, on va recharger les batteries des voitures et le lendemain matin, l'utilisateur a sa voiture pleine pour repartir. Et alors, est-ce que ça use un peu plus les batteries de faire ça? C'est quelque chose qui, à mon avis, donne un sens supplémentaire à la voiture électrique. Parce qu'il faut bien voir que la voiture électrique, elle est également attaquée par les opposants à la mobilité individuelle. Et elle est attaquée aussi par ceux qui disent « oui, mais on utilise des terres rares, on utilise du lithium, on utilise du cobalt, et tout ça, pourquoi? Pour avoir le plaisir de se déplacer. » Eh bien non, dans ce cas-là, ce serait plus simplement ça. Ce serait véritablement d'avoir ces batteries mobiles plutôt que d'avoir des centres de stockage qui soient des batteries dans des immeubles, qui soient des grosses batteries pour des villes, etc. Donc je pense que ça donne véritablement un sens en remettant un contexte beaucoup plus grand plutôt qu'en se focalisant uniquement sur la mobilité individuelle qui peut effectivement être soumise à beaucoup de critiques. Alors, vous venez de publier 1000 propositions qui permettent de lutter contre le changement climatique. Ça veut dire, pour reprendre une phrase militante, mais il n'est pas trop tard alors? Mais vous savez, il est beaucoup trop tard si on ne parle que des problèmes qui dépriment et angoissent tout le monde, ou à l'inverse, si on continue à dire il y aura plus tard des nouvelles technologies qui permettront d'absorber le CO2, de refroidir l'atmosphère, etc., ce qu'on appelle le solutionnisme technophile. Ça ne marche pas. Aucun des deux ne marche. Ce qu'il faut maintenant, c'est être réaliste. En fait, le titre de mon livre, ce n'est pas 1000 solutions, c'est réaliste. Soyons logiques autant qu'écologiques. De manière à supprimer les idéologies et à arriver dans les solutions qui permettent d'obtenir des vrais résultats. Et les vrais résultats, on peut les obtenir. Ça, ce n'est pas trop tard de les obtenir, parce que les solutions existent, et en plus, on peut changer le narratif. Au lieu que ce soit, comme jusqu'à maintenant, des solutions chères
des solutions sacrificielles, des solutions qui découragent les gens, eh bien, on a vu avec la Fondation Solar Impulse, avec toutes les solutions qu'on a identifiées et labellisées, que ces solutions sont économiquement rentables. Ces solutions sont enthousiasmantes, elles créent des emplois, elles améliorent la qualité de vie des citoyens, elles baissent leurs charges, donc elles augmentent leur pouvoir d'achat. Et je crois que c'est ce changement de narratif-là qu'il faut insuffler de manière à ce que les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics se disent « c'est une opportunité extraordinaire aujourd'hui de pouvoir développer l'économie tout en protégeant l'environnement et en garantissant les acquis sociaux. » Alors effectivement, vous vous concentrez sur les solutions économiquement rentables. Est-ce que, malgré tout, pour vous, l'écologie qu'on dit décroissante, qui se focalise sur la réduction de nos consommations, par exemple, a une place dans certains secteurs? Alors, ce qui a une place, indubitablement, c'est la décroissance de la pollution, la décroissance du gaspillage, la décroissance de l'inefficience. Tout ça, oui, mais là où je pense qu'il y a un grand malentendu, c'est quand on parle de décroissance économique. Ce n'est pas la décroissance économique qu'il faut promouvoir, parce que ça veut dire moins de salaire, moins de caisses de retraite, moins d'assurance, moins de sécurité sociale. Et pour beaucoup de gens sur cette planète qui sont déjà sobres parce qu'ils sont pauvres, c'est une sobriété imposée par la pauvreté, on va encore leur enlever davantage. Alors, je pense que c'est une philosophie qui se tient dans le sens où on est arrivé dans une démesure au niveau mondial, et cette démesure, il faut la diminuer, c'est vrai, mais c'est une philosophie qui ne tient pas compte de la psychologie de la nature humaine. La nature humaine ne veut pas moins. La nature humaine ne va pas renoncer à ce qu'elle a déjà. Alors, on peut imaginer de ne pas avoir plus que ce qu'on a déjà maintenant. En tout cas, pour nous, en Europe, on peut peut-être se le permettre. Je ne pense pas que les Africains et les Asiatiques seront d'accord avec ça. Mais c'est pour ça que je pense que la décroissance économique va mener au chaos social, mais que d'un autre côté, ce mythe de croissance illimitée, comme on l'a eu jusqu'à maintenant, mène au désastre écologique. Donc, il faut une troisième voie. En fait, c'est ça que j'essaye de promouvoir dans mon nouveau livre. C'est la voie du réalisme, c'est-à-dire de la croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est quand on crée des emplois et on permet de développer l'économie en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et ça, c'est le marché industriel du siècle, parce qu'à la base, il faut tout remplacer. Il faut remplacer la mobilité, la construction, les sources d'énergie, les processus industriels. Tout ça, il faut le remplacer, toutes les infrastructures. Et comme on voit aujourd'hui que c'est économiquement rentable de le faire, parce qu'en fait, on rembourse l'investissement grâce aux gains en efficience, grâce à la diminution des factures, puisqu'on économise les ressources et l'énergie, eh bien, c'est rentable et c'est là qu'on peut aller. Donc, après cette longue réponse, je peux vous répondre à votre question directement en disant oui, il y a de l'espoir parce qu'il y a des solutions, qu'elles sont rentables et qu'on peut fédérer tous les acteurs. Alors, on parlait d'égalité sociale, Bastien Tout-le-Monde. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que la voiture électrique a un coût très élevé et qu'elle est réservée peut-être à une frange de population assez riche. Comment changer cette situation, selon vous? Alors, en tant que gestionnaire du système électrique, on n'est pas très bien placé pour porter un jugement sur le prix des voitures en elles-mêmes. Ce qu'on peut faire, c'est partager avec vous un constat. Le constat, c'est que quand une nouvelle technologie apparaît, il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage, à la fois technique et de prix, qui permet de faire qu'un objet techniquement complexe et peu mature au départ, et donc cher, progresse pour devenir moins cher et technologiquement mieux maîtrisé. On l'a constaté en particulier sur le système électrique à 2 reprises. La première, c'est quand on a commencé à développer des éoliennes. Elles étaient chères, subventionnées par l'État pour pouvoir devenir rentables, que les gens ont envie d'investir dedans. Et depuis plusieurs années maintenant, il n'est pas plus cher de produire un kilowattheure éolien qu'il n'est cher de produire un kilowattheure avec d'autres moyens de production. Ensuite est arrivé le photovoltaïque, et il s'est passé exactement la même chose. Le photovoltaïque était très cher au départ. Il est aujourd'hui, dans de très nombreuses conditions, tout à fait compétitif avec les autres moyens de production. Notre conviction, c'est que ces pas qui ont été faits sur les moyens de production
doivent maintenant et vont maintenant se faire sur les moyens de stockage qui sont nécessaires, c'était mon propos du départ, pour permettre au système électrique d'absorber ces moyens de production renouvelables. Et la voiture électrique, Bertrand le disait tout à l'heure, on utilise le même terme. Pour nous, une voiture électrique, c'est une batterie sur roulette. Et fait partie de cette technologie qui va maturer techniquement et en prix. Donc on va arriver à cette baisse de prix. Alors, on parle aussi beaucoup d'autres moyens de transport, évidemment, l'avion, hein, Bertrand Piccard, mais aussi le bateau, les bateaux polluants en tout cas. Est-ce que vous pensez, Bertrand Piccard, que cette évolution va aussi pouvoir se produire sur les autres moyens de transport assez vite pour qu'on en profite à temps? Alors, un petit peu différemment que pour la mobilité terrestre. Et pour compléter ce qu'a dit Bastien, et pour contredire un petit peu votre question, la voiture électrique, on ne peut pas dire qu'elle est plus chère que la voiture à essence ou la voiture diesel. La seule chose, c'est que les premières voitures électriques qui sont arrivées étaient dans des gammes supérieures. La première Tesla était dans la gamme de la BMW série 7, et puis ensuite dans la BMW série 5. Et puis maintenant, on est au niveau de la Golf. Ce qu'il faut, c'est que ça descende et qu'il y ait beaucoup plus de voitures qui soient abordables sur le plan électrique, mais en comparaison de leur gamme, elles ne sont pas plus chères. Et en plus, elles ont beaucoup moins de maintenance, beaucoup moins de prix d'énergie. Donc en fait, c'est déjà devenu aujourd'hui rentable, mais c'est vrai qu'il faut abaisser encore, qu'il y ait plus de voitures comme la Zoé qui soient accessibles à tout le monde. Maintenant, pour l'aviation. L'aviation pose un autre problème. L'aviation aujourd'hui n'a pas encore atteint la technologie qu'on a dans le véhicule électrique. Donc ce qu'on a vu avec la Fondation Solar Impulse, c'est qu'il y a à peu près 20% d'économie de carburant et donc d'émissions de CO2 qu'on peut obtenir déjà aujourd'hui avec des voies beaucoup plus directes, avec des approches en descente constante, avec des tracteurs électriques sur les aéroports, avec des moyens d'approvisionner les avions en électricité depuis l'aéroport plutôt que de laisser tourner leurs turbines, etc. Mais tout ça, ça se heurte à pas mal d'obstacles administratifs. Les contrôleurs aériens des pays européens, ils ne sont pas du tout prêts à ce qu'il y ait des approches en descente constante qui économisent du carburant ou des voies directes, parce que ça nécessite de chambouler pas mal de choses. Mais imaginons que ça se fasse, on pourrait économiser 20%. D'un autre côté, on a pour 2035, et je pense qu'Airbus y arrivera, des avions à hydrogène, des avions électriques, des avions avec des biocarburants, des carburants synthétiques, etc. Et ça sera compétitif au niveau du prix. Mais entre deux, il y a quand même 80% qui ne sont pas résolus. Et ces 80%-là, à mon avis, pour que l'aviation puisse survivre, pour qu'elle puisse réacquérir les lettres de noblesse qu'elle a un peu perdues avec le Flixcam, la honte de voler, avec les attaques des écologistes qui prennent beaucoup l'aviation comme un bouc émissaire, eh bien, pour éviter tout ça, il faut absolument que la charge carbone de chaque passager soit intégrée dans le prix du billet d'avion. On ne peut pas aujourd'hui accepter que les gens volent, et moi j'adore l'aviation, et quand je vole, j'offset, je compense mon CO2, et ce n'est pas normal que les autres ne le fassent pas. Moi, si je viens de votre studio, ou que je suis sur la scène maintenant avec vous, et que je renverse mon café par terre, que je jette ma serviette, que je me mouche et que je jette le mouchoir par terre, vous allez me dire, mais écoutez, vous allez nettoyer tout ça, vous êtes en train de tout salir, de tout polluer. Pourquoi est-ce que comme passager dans le ciel, je peux laisser du CO2 ou des particules qui ne sont absolument pas prises en compte dans le prix de mon billet d'avion? Donc je pense qu'il y a aussi cette notion-là qu'il faut absolument introduire, et ça veut dire qu'il faut si les compagnies aériennes ne sont pas capables de le faire elles-mêmes, eh bien il faut qu'il y ait une législation européenne qui l'oblige, et je pense qu'on s'achemine vers ça. Alors pour vous, très rapidement, mais quelles sont les bonnes solutions pour compenser? Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui vendent de la compensation à la tonne ou au kilo de carbone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre celles qui plantent des arbres, il faut prendre celles qui évitent l'émission de CO2 dans d'autres industries. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, je pense que la reforestation, c'est assez compliqué, c'est assez controversé.
Moi, je compense à une fondation en Suisse qui s'appelle MyClimate et qui remplace dans les pays en voie de développement des génératrices diesel par des panneaux solaires dans des écoles, dans des villages, etc. Ce qui, à la fois, évite du CO2, à la fois permet de développer des énergies propres et de permettre un développement économique dans les pays les plus pauvres pour leur éviter de passer par les mêmes étapes polluantes que ce que nous avons eu. C'est clair. Mais maintenant, il faut bien préciser, c'est un pis-aller. Le but, ce n'est pas d'émettre autant de CO2 qu'on veut, puis ensuite de payer pour le réabsorber. C'est uniquement dans des secteurs très précis quand on ne peut pas faire autrement. Et il faut le plus vite possible être capable de faire autrement. Alors, Bastien Tout-le-Monde, imaginons qu'on invente un avion électrique parfait qui fonctionne en 100% à l'électricité. Est-ce que demain, vous pensez qu'on est capable, à l'aéroport, d'installer une borne de recharge pour, en quelques minutes, comme c'est le cas aujourd'hui avec le kérosène, faire le plein d'un avion? Vous adressez là un sujet qui est super intéressant, qui est, je comprends indirectement dans votre question, la question de la rapidité de la recharge. Oui, parce que pour des compagnies comme EasyJet, ou en tout cas toutes les low cost, pour ne pas citer qu'EasyJet, mais voilà, il y en a plein d'autres, mais pour toutes les compagnies, le temps de recharge, le temps d'escale, c'est crucial. Ouais. Alors, ce qu'on va dire là est vrai pour l'aviation, mais on peut dire la même chose pour la mobilité des voitures. Le système électrique est complètement capable d'absorber sans aucun problème la quantité d'énergie qu'il faut pour alimenter nos moyens de déplacement décarbonés. Il est aujourd'hui capable aussi de le faire en puissance, c'est-à-dire à gérer les appels de puissance tels qu'on les connaît aujourd'hui. Là où il va falloir qu'ensemble nous fassions des progrès, c'est que si ça se développe fort avec des appels de puissance plus importants que ce que nous connaissons aujourd'hui, il faudra trouver des moyens de gérer ces pics de puissance qui ne coûtent pas trop cher. Parce que mettre une grosse puissance disponible, on sait le faire, il n'y a aucun problème. La question, c'est du coût derrière. Donc, ce que nous cherchons à faire en lien avec les utilisateurs du système électrique, c'est à développer des méthodes qui permettent de lisser les appels de puissance, et il y a plusieurs façons de le faire. On a parlé, Bertrand le disait tout à l'heure, de l'impact du prix, c'est ce qu'on appelle le signal prix, inciter les gens ou les clients à appeler la puissance de façon raisonnée et lissée dans le temps. On peut le faire en envoyant les bons signaux prix. On parlait du stockage tout à l'heure. On a déjà aujourd'hui des batteries de stockage qui sont associées aux bornes de recharge forte puissance pour que, quand on vient se recharger rapidement, on aille taper dans le stock d'énergie qu'il y a dans la batterie et que cette batterie soit rechargée de façon régulière par le réseau, de façon à ce que l'usage, nous raisonnons en termes d'usage, l'usage qui est « je me recharge rapidement » coûte le moins cher possible à l'utilisateur et à la collectivité. C'est notre rôle à Enedis. Merci beaucoup à tous les deux. Excusez-moi, oui, pardon, je suis obligé d'intervenir parce que on s'en doutait évidemment, ce débat suscite de nombreuses questions, donc on va prendre les questions de notre public, elles vont apparaître derrière moi. La première qu'on m'a transmise, c'est « La sobriété est un pilier de la transition, tous les scénarios sérieux de transition le prouvent. Croire que la technologie seule va nous permettre de se déplacer sans polluer tout en gardant notre niveau de vie non durable, n'est-il pas un pari risqué ?» Alors, rapidement, Bertrand Piccard, c'est une bonne question. Hein. Alors, vous savez, c'est la même question que pour la sécurité routière. La seule manière de n'avoir aucun accident, c'est de mettre la limitation de vitesse à 0 km/h. C'est-à-dire ne pas bouger du tout. Là, on n'aura pas d'accident. Avec la pollution, c'est un peu la même chose. Si on se déplace, si on vit, si on consomme, si on construit, si on se chauffe, eh bien, il y a une certaine pollution qui se fait. Ce qu'il faut absolument, c'est que cette pollution soit limitée, circonscrite, réglementée et réabsorbée. Alors, avec la mobilité, c'est vrai qu'il faut également une certaine logique. Moi, j'aime aussi parler de logique plutôt que de sobriété, parce que si vous dites aux gens qu'il faut devenir sobre, ils vont résister. Ils vont être contre l'écologie, ils vont être contre les mesures, et ils se diront, ça y est, on est en train d'empiéter sur notre liberté. Et il y avait une très belle diatribe en faveur de la liberté tout à l'heure qui a passé sur nos écrans. Alors, ce que je pense à ce niveau-là, c'est qu'il faut encourager les gens à être raisonnables. Mais raisonnable, ça ne veut pas dire sobre. Ça veut dire ne pas être complètement idiot au point de prendre sa voiture pour faire 500 mètres.
Il faut revaloriser la marche à pied, il faut revaloriser les transports publics, mais souvent il n'y a pas de transport public qui va là où on veut. Vous n'avez pas de parking en périphérie des villes pour arriver en voiture et vous mettre dans les parkings et prendre les transports publics. Donc vous voyez qu'au lieu de demander aux gens de faire des sacrifices, il faut leur offrir davantage, mais leur offrir davantage de propre, davantage d'efficient. Et vous devez mettre sur un même pied d'égalité tous les efforts pour être plus efficient. Pour dégager de l'électricité pour la voiture électrique, il ne va pas falloir simplement en produire plus, il faudrait l'économiser sur l'inefficience des radiateurs électriques qu'on remplacerait par des pompes à chaleur. Et ça vous donne la possibilité d'avoir de l'électricité qui n'est pas gaspillée ailleurs, qui serait utilisée dans des véhicules électriques. Donc il faut vraiment cette vision systémique, cette vision globale, qui soit capable de changer le narratif pour enthousiasmer le consommateur, plutôt que pour l'effrayer, le décourager et le faire s'éloigner. Merci Bertrand Piccard. Très rapidement, Bastien, en 20 secondes, vous souhaitiez réagir? Ouais, dans le même thème, je pense qu'on ne peut pas traiter le sujet en ne parlant que de techno. Le sujet, il est avant tout sociétal. La réponse à laquelle on doit répondre, c'est comment est-ce qu'on permet, enfin, il faut raisonner en termes d'usage, comment est-ce qu'on permet à nos concitoyens d'avoir le service final dont ils ont besoin. Et ça, pour ça, il faut leur donner envie. Et on ne leur donne pas envie qu'en parlant de techno, en leur donnant envie, en leur donnant le sens de ce que nous proposons. C'est un peu le message. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à tous les trois. Merci Guéric, on peut vous applaudir chaleureusement. Merci beaucoup à nos invités. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Merci, à bientôt, au revoir. Pour notre troisième session, merci Bertrand. Troisième session, passe sanitaire, confinement, algorithme. La liberté a-t-elle encore un sens aujourd'hui? À tout de suite.